Khadija, la slameuse. Que l'islam s'enflamme, que l'islam verse nos âmes. En marchant, on parle de l'eau sous les idées m'amènent. Les mots se chuchotent, se clochent, me déclenchent et je déclame. Je déclame, je réclame, je slame. Et pas seulement dans le pire que je déclame ces mots. À travers l'inspiration, je puise mes mots. Je m'amuse comme une muse avec ces mots. Je respire, je m'inspire ensuite. Je slame, je déclame. Quand les lettres se défilent dans ma tête, j'en forme des mots, des phrases, des vers et puis des strophes. Parfois oui, les idées m'échappent. Parfois oui, les mots se défilent dans ma tête, les refusent de sortir. Parfois ça vient et repart un moment. Et dès qu'ils reviennent, je les capte, je les écris sur papier. Je maîtrise, je mémorise ensuite. Je slame, je déclame. À travers l'inspiration, je puise mes mots. Je m'amuse comme une muse avec ces mots. Je respire, j'inspire, ensuite je slame. À travers dans ce monde de slam, j'ai le salam. Je m'évade, je m'envahis dans ce monde où les rimes, les vers, les strophes me secouent. Slammer me donne envie. Pas seulement envie de faire vivre et vibrer des scènes, mais envie d'envahir et d'évader vers le bonheur, envie d'envahir et d'évader vers de bonne humeur. Par le biais de mon slam, vous n'aurez pas besoin de passeport, non. Car à travers mon art de slam, je vous ferai voyager dans ce monde de mots. Je vous ferai voguer dans cette mer de rimes. Slammer me donne envie, pas seulement envie de faire rire et d'évader. À travers mon art de slam, vous n'aurez plus besoin de passeport. Slam, merci beaucoup. Quand il m'est venu l'esprit, chers élèves, de parler du café philo en philosophie, j'ai pensé à des années d'avant, où un ami, M. Fall, qui malheureusement n'est pas au Sénégal, qui aurait aimé être là, et qui voudrait être là, mais c'est moi qui lui ai dit de ne pas le faire. C'est un hommage que je lui dois. Peut-être il verra après la vidéo et il sera témoin oculaire de tout ce que nous allons dire ici et de tout ce que nous avons accompli ensemble. J'ai pensé que souvent on abordait un thème en classe, les élèves étaient très à l'aise. Parce que souvent le dommage du professeur, c'est qu'il a tellement de choses à dire, mais qu'il est contraint par un programme qu'il doit suivre et qu'il doit respecter à temps. Mais dans ces espaces pareils, on peut se donner la latitude. Bien sûr, je sens l'odeur du savoir. Je suppose qu'il y a Fafari qui arrive. Mon très cher, bienvenue, allez. Vous êtes invité pourtant. Ok, d'accord. Alors, donc, aujourd'hui j'ai abordé, c'est moi qui ai proposé une partie du thème à Moussessé. Qu'aujourd'hui, le thème principal qui va naviguer dans toutes nos notions tourne autour de la citoyenneté. La citoyenneté. Parce que nous sommes appelés à être des citoyens. Donc, la notion, d'ailleurs sur laquelle même M. Sey va se prononcer, tourne autour de la citoyenneté. Je lui ai dit, moi je vais aborder un peu le contexte grec de la notion et quelques approches africaines de la notion qui est la citoyenneté. Et j'ai trouvé l'intitulé qui est le suivant. La pensée critique, virgule, une passerelle vers la citoyenneté. Point. La pensée critique, virgule, une passerelle vers la citoyenneté. Alors, on a beau apprendre en classe la question de la pensée critique, mais il y a de ces élèves qui, jusqu'en terminale, ne savent pas quoi faire, ne connaissent même pas comment doivent-ils se comporter. Sachant que l'école n'est que le reflet d'une société, car l'école ne prend que la forme que lui donne sa société. Si on veut une société qui réfléchit de façon critique,
qui posent des actes dans le cadre d'une amélioration de la République, qui se méfient de la discipline négative, c'est-à-dire de la soumission à tout, il faut que cette société puisse proposer une discipline qui est la pensée critique. En tant que prof de philosophie, il y a un rôle décliné pourtant par la Constitution du Sénégal. Nous allons y revenir. Car c'est la Constitution elle-même qui définit ce qu'est la citoyenneté et comment faudrait-il être un citoyen. La problématique cependant qui va diriger et téléguider cette recherche est la suivante. Comment la citoyenneté, conçue dans la restructuration des valeurs normatives d'une cité, puisse pourtant être revivifiée par la pensée critique. Comment, en étant élève même, quelle qu'en soit la classe, qu'on puisse participer de façon active à notre nation, à notre patrie, mais tout en restant dans notre posture critique, en ayant l'œil rivé sur les normes, sur les lois et sur l'ensemble des institutions de la République. Cependant, le plan commence par une approche de la citoyenneté, mais depuis l'Antiquité. Et quand on parle de l'Antiquité, ce à quoi on peut faire allusion, c'est l'Athènes du 5e siècle, avant Jésus-Christ. Parce que quand on abordait la question des origines de la philosophie, on s'acoquinait à dire que la philosophie serait née en Grèce. J'ai voulu une idée qui s'oppose à celle-ci, car les thèses varient et j'ai tenu à ce que M. Sey, le doyen docteur M. Sey, puisse être là pour nous parler aussi de la citoyenneté en Égypte ancienne. Ce qui fait que dans l'Athènes on l'appelle l'Athènes de Périclès, du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est une cité qui a subi des dominations bien avant le 5e siècle, mais qui a toujours été considérée comme une zone, comme une cité secondaire par rapport aux autres cités environnantes. Mais il aura fallu ce qu'on appelle aujourd'hui alternance. On en a vu avec Abdoulaye Wade, on en a vu avec peut-être Macky Sall, on en a vu avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Mais cette alternance des Athéniens était plus en dorure, était beaucoup plus active même. Parce que il aura fallu le 5e siècle avant Jésus-Christ pour que l'Athènes mène ces deux grandes batailles qu'elle a gagnées. Notamment la bataille du Marathon et la bataille de Salamine. La bataille de Marathon, c'est en 490 avant Jésus-Christ. La bataille de Salamine, c'est en 480 avant Jésus-Christ. Et l'Athènes sort de cette domination des envahisseurs perses qui, en fait, ont toujours occupé la chaîne d'Athènes et ont toujours mené de leur domination. Mais après cela, cette révolution, avec des pensées critiques, on a établi une démocratie. Et on a défini celui qui est un citoyen, celui qui peut l'être et celui qui n'en est pas un. Je vais vous lire un passage de Périclès où il tente de définir la citoyenneté à travers la démocratie. Périclès dit: notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui résistent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. On fait que l'État, chez nous, nous est administré dans l'intérêt de la masse et non d'une minorité. L'intérêt de la masse et non d'une minorité. Notre régime a pris aujourd'hui le nom de la démocratie. L'égalité est assurée à tous par les lois. Nul n'est gêné par la pauvreté et par l'obscurité de sa condition sociale, s'il peut rendre service à la cité. La liberté est notre règle dans le gouvernement de la République. Fin de citation, source Thucydide, ainsi de suite. Alors, voyez qu'on a apporté une nouvelle tâche, que maintenant le citoyen est appelé à servir la cité
mais indépendamment de sa condition sociale, du fait qu'il soit riche ou du fait qu'il soit pauvre. Et le mot citoyen va naître parce qu'il y a des cités en Athènes qui se sont formées et l'Athènes va occuper une grande partie du monde intellectuel et où vont fleurir des philosophes mais aussi des orateurs. Et parmi ces philosophes, on peut parler de Socrate. Parce qu'il faut considérer que malgré sa posture critique, Socrate fut d'abord un citoyen modèle qui respectait les lois, qui obéissait aux normes et qui même, parce qu'il faut le comprendre, a donné sa vie par respect à ces lois. Parce que quand il a été jugé, condamné à boire la ciguë, son meilleur ami, Criton, est venu lui proposer un exil. Criton a dit à Socrate, puisque moi je suis riche, et si je vous laisse mourir, tout le monde va s'en prendre à moi. Tout le monde va dire que je ne vous ai pas aidé. Donc Socrate accepte ce que je vous propose pour que ma réputation puisse être gardée. Mais Socrate a répondu ceci, que je ne suis pas en train de m'attaquer aux lois qui m'ont condamné, mais à ceux qui les font appliquer. Et cependant, ce sont les lois qui m'ont vu grandir, c'est dans les lois que je suis né. Donc aujourd'hui, j'accepte de mourir tranquillement si ce sont ces mêmes lois qui m'ont condamné. Et cette histoire de Socrate a un peu des affiliations en Afrique du XVIe siècle aussi, avec le fameux Kocc Barma Fall, dont le vrai nom est Birima Makhoredia Kholef Fall, qui a partagé le Kayor avec un roi très despotique qui est Daw Demba Khoredia Fall. Alors il faut savoir que plus despote que Daw Demba, tu meurs, il n'y en avait pas. À un certain moment, bon, c'est le grand-père de Séni Fall, peut-être Séni Fall aussi est comme ça. Alors, il disait même que j'interdisais un regroupement de plusieurs personnes, parce que c'est pas sûr, ça peut faire objet de conspiration. Mais Daw Demba interdisait aussi que pour ceux qui veulent manger de la viande, il ne faut pas qu'il y ait du sel. Parce que c'est lui seul, en tant que roi, qui mérite de la viande salée. Donc si vous mangez de la viande, que ce soit de la viande, de n'importe quoi, mais pas que ça soit salé quand même. Et le rôle de Kocc Barma, dans cette démocratie, disons, qui n'existait pas d'ailleurs, mais dans cette approche critique, c'était qu'après que Kocc ait ses touffes, qui sont au nombre de 4, et qu'il se dirigeait devant quelques-uns qui commençaient à se poser la question sur ces touffes, comme en Afrique, on aime bien papoter derrière les gens, chacun se disait, mais avez-vous vu la nouvelle coiffe de Kocc? Mais qu'est-ce que ça signifie? D'un jour au lendemain, il se fait une nouvelle coiffe avec ses 4 touffes. C'est bizarre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils se sont mis à parler de ça. Kocc se dirigeait vers eux. Kocc leur dit, je suppose que vous étiez en train de parler de mes touffes. Mais je vous défie que quiconque aura eu l'interprétation de ces touffes-là, je lui donnerai la possibilité de couper ma tête et mon corps, de me tuer, de m'égorger. Et les gens lui ont dit, même le roi, et Kocc a dit que même le roi en fait partie, que si le roi aussi arrive à déchiffrer, à décrypter ce qui se cache derrière mes touffes-là, il peut aussi me tuer. Alors, le roi qui interdisait déjà un regroupement se dirigeait aussi vers eux. J'ai entendu mon nom, oui. Ce que Kocc a dit, on l'a dit aussi au roi, qui aussi, bon, le roi, même s'il n'est pas un savant, il est puissant. Et il peut savoir tout ce qu'il... Regardez l'acte de Kocc, parce que le roi a tout fait. Bon, c'est le griot qui a dit au roi qu'il faut passer par sa femme. Parce que souvent... Vous connaissez la suite, non? Voilà. Alors, Griot lui a dit, il faut envoyer Kocc ailleurs. Et il faut passer derrière
pour proposer de la fortune à sa femme, et sa femme ne pourra pas céder à cette richesse, et elle va vous dire ce que vous voulez entendre. Koch a accepté pourtant de sortir en défiant le roi et en défiant le peuple cayorien. Alors, la suite, vous connaissez. Koch est parti, le roi est venu avec de l'or, disons, avec beaucoup de propositions, et la femme s'est mise à parler comme si ce n'est pas possible. Donc, elle a raconté toute l'histoire de son mari. Et pourtant, elle avait promis, elle s'appelle Gamoukan, elle avait promis à Koch que je te serai toujours fidèle et loyal. Mais les hommes, il ne faut pas y croire quand les femmes le disent. C'est juste un piège. Et quand vient le moment maintenant que l'interprétation de ces tours devait être faite, oui, il y a un duo, une bataille, une guerre entre deux forces. La première force, c'est la puissance du roi, mais la deuxième force, c'est le savoir de Koch. Koch, en étant un savant, a défié le pouvoir. C'est pour cela, c'est toujours aujourd'hui. Quelle que soit votre richesse, il ne faut jamais défier l'État. Parce que même si l'État n'a pas de savoir, il peut savoir tout ce qu'il veut parce qu'il a des moyens. Mais l'aspect critique de Koch Barma ne se limitait pas à ces quatre touffes. Il participait à revoir la mentalité des femmes, l'attitude des rois, parce que le fait de dire Bourdumbok, ça veut dire que le roi n'est pas parent de quelqu'un. Demi-fils n'est pas un fils. Chéris ta femme, mais ne lui fais jamais confiance. Mak Matnabay Sirew, ce sont des réalités qui marchent toujours dans nos sociétés. Et pourtant, il a été très proche du roi. Il faisait partie même de l'administration. Ça montre que la citoyenneté, quand on veut l'aborder, on l'inscrit dans une dimension critique, de sorte que les révolutions qui se sont passées, toutes les déclarations qui ont eu à se dérouler, notamment la déclaration la plus fameuse et malheureusement qui n'a pas été trop respectée, celle de 1789, dans l'article 1, nous dit-on « Tous les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Les distinctions ne peuvent être fondées que sur l'utilité collective. » Alors regardez, il a fallu après des siècles pour que pourtant cette égalité dont on parlait chez les femmes puisse être réalisée en France. Et cela pour dire que être citoyen en Athènes, c'était d'abord être un homme libre. Et c'est cette liberté qui va jaillir dans l'expression, dans le comportement, mais aussi dans la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous, vous êtes des élèves, vous aspirez peut-être à un avenir. Alors si aujourd'hui, il vous a été demandé de voir ce que vous voulez faire, ou bien comment voyez-vous l'état actuel, comment trouvez-vous votre démocratie, vous ne voudrez pas non plus vous prononcer. Alors que dans la Constitution qui nous régit tous, il est clairement vu que l'un des rôles d'un citoyen, c'est de jouir de ses droits, de ses libertés d'expression et de sa pensée critique pour penser les normes, mais aussi pour penser les lois qui régissent toute forme de société ou toute forme d'État. Donc, ce qu'il y a à comprendre à ce niveau, c'est que ces valeurs démocratiques qui reposent sur la prise de parole, tout d'abord en Athènes, qu'il fallait être quelqu'un qui dominait bien la parole parce qu'il y avait bien une démocratie, mais très limitée, et peut-être nous y reviendrons. Dans un mois, 4 fois, les citoyens se regroupaient dans une assemblée que l'on appelait Ecclésia, sur une colline qui s'appelait Pnyx, pour voter. Maintenant, comment voter les lois? Puisqu'on était dans une démocratie directe, où on n'était pas dans une assemblée nationale comme c'est le cas d'aujourd'hui, on participait directement, on levait la main et on argumentait.
Et ce qui faisait que le citoyen, celui qui est déclaré citoyen, devait forcément convaincre la masse pour pouvoir obtenir gain de cause dans la proposition de sa loi. Et toute légifération, toute législation devait se faire à partir de ces bases-là. Et donc, être citoyen en Athènes, c'était un homme libre. Il y a des failles parce que tout simplement, n'était pas citoyen qui le voulait. Il fallait naître des parents citoyens et déjà, il fallait être de sexe masculin. Donc, ce qui montre que, pourtant en Afrique, la citoyenneté s'est beaucoup plus développée et il y a eu une forte entrée des femmes, des dames, dans des affaires sociales, dans des affaires politiques et dans toutes les affaires sociales, donc dans tous les domaines de la vie. On peut citer des exemples, ce qui me permet d'ailleurs de... Bon, c'était une chose qui m'a beaucoup fait penser. Peut-être, c'est une question même que M. Sey, je vais lui poser peut-être après cette question. On est à 23 ans du naufrage le plus meurtrier de l'histoire du monde. Je pense qu'on célébrait ça hier. On est aujourd'hui, je pense, le 27. Mais dans la nuit de 25 et de 26, il s'est passé le naufrage le plus meurtrier. Plus de 200, donc 2000 morts. Après Titanic, qui avait compté près de 1500. Un navire, un bateau, qui, jadis, ne devait pas dépasser 550 passagers. Et le jour du naufrage, le bateau était à presque 2000 et quelques. Et jusque-là, je pense qu'il n'y a même pas de coupable. Personne n'est coupable. C'est ça le Sénégal. 2000 morts, personne n'est coupable. On ne sait pas où sont les enquêteurs, où nous en sommes. Et l'État s'est précipité de rémunérer les familles. Les familles victimes ou les familles qui ont des victimes par rapport à ce naufrage-là. Donc, ce sont des questions qui doivent nous interpeller sur la justice, sur la pensée critique, sur cette liberté que nous avons de porter une réflexion sur l'ensemble des choses qui interpellent notre société. Et si la philosophie a un rôle dans toutes les situations, dans toutes les dimensions, c'est parce que Bertrand Russell, le philosophe anglais, considérait cette philosophie comme une discipline qui nous détache des chaînes, qui nous libère. Et il dit ceci: celui qui n'a aucune teinture philosophique traverse l'existence prisonnier des préjugés du sens commun, des croyances de son temps qu'il s'est fait inculquer sans la moindre coopération de sa raison. Ça montre que le rôle de ces professeurs, c'est aussi de faire en sorte qu'un citoyen puisse analyser un discours du président, puisse jauger le niveau de vérité, de logique, de pertinence et de cohérence de ceux-là qui le dirigent. Être citoyen, ce n'est pas seulement que voilà, j'ai ma carte d'identité, que je peux aller à l'école, que je peux décrocher mes diplômes, mais aussi c'est participer collectivement et activement aux différentes activités qui portent une table somptueuse. Regardez, je vous pose la question. Pour ceux qui veulent vivre longtemps, il y en a ceux qui ne veulent pas vivre longtemps ici? Il y en a? Il y en a ceux qui... Tout le monde veut vivre longtemps? Non. Mais il y a quelqu'un qui a dit quoi? Heureux. Est-ce que vous voulez vivre heureux ou vivre longtemps? Donc vous préférez une journée de bonheur que 100 ans de souffrance. Alors, Épicure donne une métaphore. C'est quoi? C'est la métaphore du repas. Est-ce que vous préférez un repas quantitatif, mais que personne ne peut manger? Ou bien un petit mets, M-E-T-S, mais qui quand même est
est délicieux. Que préférez-vous? Le petit mets qui est quand même petit mais délicieux. Mais donc, vous voulez donc une journée de bonheur et après vous mourrez, ça va donc? Ça va. Alors, donc, c'est notre problème. Quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous offrir une longue vie, une longue espérance de vie, alors que nous oublions pourtant de lui demander que cette vie puisse servir à quelque chose. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire pour être heureux selon Épicure. Il ne faut pas prier pour vivre longtemps, mais il faut prier pour vivre heureux parce que le bonheur est la chose du monde la mieux cherchée. Et maintenant, fin donc de ce thème et de ce paragraphe, y a-t-il quelqu'un que tu mettes au-dessus du sage? Il s'est fait sur les dieux des opinions pieuses. Le sage considère que les dieux sont toujours bons. Il est constamment sans crainte en face de la mort. Le sage, comme je le disais, ne craint pas la mort. Il a su comprendre quel est le but de la nature. Il s'est rendu compte que ce souverain bien est facile à atteindre et à réaliser dans son intégrité. Qu'en revanche, le mal le plus extrême est étroitement lié quant à la durée ou quant à l'intensité. Le sage, dit-il, il se moque du destin, dont certains font le maître absolu des choses. Il dit d'ailleurs que parmi les événements, les uns relèvent de la nécessité, d'autres de la fortune, les autres enfin de notre propre pouvoir, attendu que la nécessité n'est pas susceptible qu'on lui impute une responsabilité. Et que les désirs que nous avons, certains sont... différents types de plaisirs qu'il faut considérer. Et dit-il qu'il y a de nos plaisirs, certains qui sont naturels et nécessaires. Les deuxièmes sont naturels et non nécessaires. Et les troisièmes sont non naturels, non nécessaires. Dit-il ceci, que parmi les plaisirs même qu'il faut choisir, notamment les tout premiers plaisirs, ceux qui sont naturels et nécessaires, c'est les seuls qui vaillent. Et c'est les seuls qu'il faille choisir pour être sur le chemin du bonheur. Et dit-il, pour préciser, que même de ces plaisirs, notamment manger, boire, dormir, ainsi de suite, il faut faire de sorte que ça ne soit pas abusif. Qu'on en prenne juste peu. Donc peu de pain, peu d'eau et peu de paille. Et si on arrive à faire cela, on va être heureux parce qu'au lieu de chercher, coûte que coûte vouloir, de grandes choses que l'on n'a pas encore, on se contente du peu qu'on a. Et là, on est véritablement sur le chemin du bonheur. Je vais m'en arrêter là et je vais juste dire ceci concernant les élèves d'abord. Bon, il se pourrait que d'ici quelque temps vous retourniez à l'école. Le plus important, la classe de terminale, c'est que c'est vous qui allez à l'école, mais ce n'est pas vous seuls qui allez faire le bac. Le problème, c'est que même les conducteurs de charrette là, ils savent que vous faites la terminale. C'est ça le problème de notre société. Tu vois, même notre grand-mère qui vend de l'arachide, qui sait que vous devez faire le bac. Donc, ne soyez pas emportés par cette pression sociale. Il faut que vous soyez naturel dans vos révisions et dans tout ce que vous allez faire. Parce que si vous portez le combat de la famille là, au bac, vous connaissez la suite. Donc évitez ça. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Ce qui m'a permis d'avoir le bac. Et sous-tendu plus que jamais l'envie de fréquenter l'université, le temple du savoir. Chers étudiants, chers camarades de classe, l'université peut être dépérissante, présentant parfois des dangers, des difficultés dans des conditions de vie. En effet,
N'ont-on pas vu des produits de l'université qui finissent par devenir des grandes cadres? Et moi, je trouve des raisons. Mon objectif, mes chers parents, mon objectif, mes chers étudiants, c'est de renforcer mes connaissances afin d'être. Donc pour ça, je peux dire que c'est métaphysique. En disant métaphysique. Donc je peux aborder en disant qu'aucune question métaphysique ne peut être questionnée sans que le questionnant ne soit compris dans la question. C'est-à-dire dans cette question, c'est nous qui questionnons ici et maintenant et on se pose des questions métaphysiques dans ces conditions-là. Putain de définition, vilaine notion, pleine de négation, enfin une définition. Considérés comme des espèces de... Tu te ressembles le plus à un fou. Tendance et dépendance ne sont qu'évidence. ndaw bu nekkee si yoonu du baax mu faw muy jaamu yàlla fonk ay waajuram nangoo liggéey teg ci nag maytu xaalis la bu ne bu fekkee góor la maytu jigéen ju ko léw bu nekkee jigéen la mu maytu góor bu ko léw teg ci nag maytu xaalis bu ñëw ma xam ni nag su àdduna naree wex foo nga suukaree kooku sant ak muul kon bu leen nangoo yées alal day jeex su mbir di gëne si dee leen muul xàmmee xam ni naqar ak bànneex dañoo toppante kenn du ne gaa yi ànd soow lu mu weex weex nga gis tuuti jikko du rekk set wecc ndel mbaax bu ci suuf àdduna jafee xam ba léegi gaañoo ko yow daay xool samay rongoñ daal di fer samay jooy sa pëdëk mbégte yow laa xam yow laa miin dama la miin ba miir ci yow ba tax nga moo may mere may gëlëm ci la dëm xel mi sonn si di la xalaat jaxase nga sama xel toog sama xol yow laay xool li ma wër yëpp di naat léeg-léeg ma xool la ree xool la jooy wallahi bee day fekk xol bi fees nga jaral ma bàyyi lépp bàyyi ñëpp ndax sa jëmm képp doy na ma sëkk nga mat ma weer mat ma leer bi sama wiiru waay may xool di la gis may gëmm sax di la gis ba cëkk ma lay janeer guddi ma lay gént yow daal yaa ngi fépp sama lépp fàtte nga fépp nga ma def ba mu xool ndax yow yaay sama bu mu xool soxla nga sama wet ndax yaay ki may xelal di garab bi may keral yaa toog sama xol fees sama xel ak samay xalaat sang bi yàgg di la seet ba tey suñu yoon daje daj naa ki ma doon wër gis naa ki ma doon seet ba tax na mani tere ma baax digal ma def dox ci say bëgg-bëgg sama yitte sa bànneex man sama mbégte may juumu ma ci yow xam naa ni yow la sama mbëggeel la ngi yokk bés bu ne ma nga gën ma sama bopp ma lu ma joxe bànneex maa ngi daw su nga naaru la Donc bonjour à tous. Bon, il m'a un peu pris au dépourvu de parler au nom du président du collectif national des élèves étudiants. Donc juste lui féliciter et féliciter toute l'équipe aussi qui est derrière. Vous féliciter aussi vous en tant qu'élève. Si je ne me trompe pas, souvent les élèves étaient derrière cette activité. Et ils étaient toujours des volontaires, ils s'engageaient et c'est eux aussi qui menaient en tout cas tout le processus nécessaire pour que cette activité soit réalisée avec une très grande satisfaction. Et c'est une leçon aussi qui se donne aux élèves en les responsabilisant. Et parce que c'est dès maintenant qu'on
commencer quand même véritablement à apprendre certaines choses du management que vous n'aurez à apprendre nulle part. En tout cas, pas sur les bancs, ça c'est sûr. Parce qu'il y a ces choses qui ne s'apprennent pas à l'école. Et donc, je vous félicite en tout cas pour l'organisation. Félicitez aussi M. Sow, en tout cas son engagement manifeste à accompagner, à soutenir les élèves. Ce n'est pas quelque chose qui est fascinant. Le savoir ne s'obtient pas gratuitement, ça c'est sûr. Vous avez vu, vous payez pendant au début de l'année scolaire, vous payez des inscriptions. Ceux qui sont au niveau des écoles privées, vous payez. Et là, c'est un savoir qui vous donne gratuitement. Et en tout cas, les enseignants spirituels vont enseigner dans les écrits que le savoir ne s'obtient pas en tout cas facilement. Ça a un coût. Ça peut être sur le plan physique, comme ça peut être sur le plan financier. Et lui, il est toujours engagé à laisser tout. Parce qu'il pouvait quand même rester à Dakar. On sait à Dakar comment ça marche. Pendant les vacances, faire des cours de vacances, des cours à domicile, et gagner peut-être chaque semaine 50 000 francs. Il va le faire dans 3 ou 4 concessions différentes. C'est plus de 200 000 francs le mois. Et il a tout laissé pour venir ici chaque jour. Et je sais qu'on ne lui donne pas de frais de transport. J'ai été président du collectif. Je sais qu'ici, il n'y a rien, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que tout marche bien, mais les gens ne vous diront jamais ce qu'il endure derrière. Et il va prendre son argent, payer ses frais de transport, venir ici, vous faire cours avec vous, et que à la fin aussi, vous permettre d'organiser un café philo comme ça, encore partagé avec vous. Et je sais qu'il sera disponible tout au long de l'année scolaire pour vous accompagner. Ça, j'en suis sûr et certain. Donc, je lui félicite. Je félicite aussi les organisateurs. M. Amar, je ne vais pas le féliciter ni le remercier. Comme vous le savez, il l'a dit. Croyez-moi, il a 75 ans. Donc, les pleurs aussi, il est là. Il s'est toujours engagé. Il quitte Dakar. Hier, je l'ai appelé hier soir. Il était à Dakar. Donc, il a quitté Dakar comme ça pour venir ici. Et je sais que dès aujourd'hui, peut-être après en tout cas, la cérémonie de clôture, demain matin, il va rentrer sur Dakar. Parce que quand même, il a des tâches professionnelles à exécuter. Et donc, remercier tout un chacun de leur engagement sans faille. Et j'en suis sûr et certain que cet engagement-là ne sera pas vain. Parce que vous aussi, vous constituez la relève. Ça, il faut le savoir. Vous constituez la relève. Parce que nous aussi, quoi qu'on puisse dire, hein, Amar, il a 75 ans, il est là, il nous accompagne, moi je suis là, Baba est là, mais ce qui est sûr aussi, moi, d'ici quelques années, les gens aussi nous auront tout le temps. Donc, à accompagner les élèves. Maintenant, c'est à vous aussi de rendre, comme on le dit, la monnaie de la pièce. Parce que aussi, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, c'est à vous aussi de s'engager et de prendre les rênes pour mener, en tout cas, relever les défis qui vont certainement donc, se poser devant vous d'ici quelques années. En tout cas, je remercie tout le monde et je prie aussi les candidats au baccalauréat, quand même, qu'ils soient admis d'office avec la mention que vous revenez ici, donc encore fêter la graduation avec nous. Et on espère bien que vous allez quand même prendre les rênes d'ici quelques années, mais d'ici quelques mois de ce collectif et le mener à vie. En tout cas, merci beaucoup, Président, pour cet honneur. Merci beaucoup à Céline Saliou. Merci beaucoup à toute l'équipe de votre engagement sans faille. Et je vous en souhaite alors une bonne présentation. Et je sais qu'on sera encore ravis d'apprendre beaucoup de choses encore sur la philosophie et de remémorer un tout petit peu de tout ce qu'on a eu à assimiler il y a quelques années. Merci. Bonjour à la présidente du LEG, l'ex-présidente. Bonjour au président Farounian. Bonjour à Michel l'éminent conférencier professeur Céline Sow. Bonjour à Monsieur le DG Khadim Touré. Bonjour à Monsieur le président Mamcher Khan, je suis président de l'association du club des élèves Cheikh Al-Daïs. Bonjour à Monsieur Babali. Bonjour à Nofor. Bonjour à M. Hussein Faye. Bonjour à M. Suleiman Sarr. Bonjour à M. le Président Sénifal. Bonjour à
Baye Salih Diagne. Bonjour à Baye Salih Faye, je suis aussi membre du Club Cheikh Anta, président aussi du Club Cheikh Anta, et lycée d'enseignement général. Bonjour à Séni de l'ARD de Dakar. Bonjour à M. Salih Sarr. Bonjour. Bonjour à Khadija qui est membre de notre club, le collectif des écrivains et poètes de Diourbel. Donc bonjour à M. Tala, notre photographe du jour. Donc la sunna, comme l'a observé, c'est une saillie. Donc quand on le fait une fois, donc on n'a plus besoin de... Voilà, je vais aller très rapidement parce que le thème qui a été programmé demande suffisamment de temps, de concentration. Pourquoi? Parce que c'est des concepts que vous n'avez jamais vus, c'est des nouveautés que vous allez apprendre. Par contre, quand on parle de philosophie, vous avez déjà des prérequis. Mais parler de la maths à des élèves de terminale, alors c'est des concepts nouveaux, c'est des réalités nouvelles que vous n'avez jamais vues en classe, qu'il faudra aborder, puisque ça concerne la civilisation égyptienne qui n'est pas encore dans les programmes scolaires, que vous aurez à découvrir à partir de la licence d'histoire quand vous aurez choisi la spécialité égyptologie. La citoyenneté, qu'on vient de l'éplucher l'éminent professeur Cyril Saliou, alors ça exige d'abord la notion de cité, la notion de police. Donc la cité dans laquelle doit s'exercer la citoyenneté. La cité, c'est quoi? Quels sont les critères qui permettent de définir une cité? On est ici au collège privé Cheikh Hassan Diaye. Alors vous prenez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Voyez qu'on est dans une cité, mais une cité alors où il y a en tout cas une certaine administration coloniale, un habitat d'administration coloniale, et tout le reste, c'est des édifices publics. Alors vous avez ici, vous sortez, vous avez ici le marché de Bédio, vous avez la mosquée qui est là, vous avez l'inspection médicale des écoles, vous avez les finances, trésors. Vous avancez, alors pour voir des habitats, il faut aller après le stade. Donc, après le stade, on commence à voir, même après le stade, on a le lycée Ndayan, il y a quelques habitats qui sont là-bas. Vous prenez, ensuite, il y a l'hôpital. Ici, à l'ouest, il y a la préfecture, la gouvernance. Vous continuez, il y a l'école Al-Gor Dioum. Donc, il faut dépasser l'école Al-Gor Dioum pour commencer à avoir des habitations. Vous allez de l'autre côté. Vous avez le manège de Diourbel. Vous avez ensuite la police. Vous avez la gendarmerie. Vous avez l'ex-garage. Vous avez la Sonalis qui était là-bas. Vous avez le fast-food de Saint-Fallou de Modesté. Vous avez la boutique de Falloutal. Vous avez Khalil Aoudi. Vous avez la pharmacie Baol, le dispensaire. Vous voyez, vous avez une idée de ce qu'était la cité de Diourbel au temps des colons. Donc les colons, ils habitaient là. Ici, c'était une maison coloniale. L'ex-secteur Kharib était une maison. 4 communes où il y avait des citoyens sénégalais. Ces 4 communes-là, on les a centrées, on les a mises au centre de Diourbel. C'est-à-dire les citoyens diourbellois, c'était ceux qui avaient la possibilité, en tout cas, de vivre au centre. La périphérie n'était pas encore trop peuplée, même s'il y avait des habitants, ils n'étaient pas trop impliqués par la cité. Alors, donc, la cité exige la présence d'une autorité. Ce qui prouve notre citoyenneté, ce sont les règles et les observances que nous devons à l'égard de l'autorité qui dirige la cité. Et donc, comme il l'a rappelé le prof de philo, dans la Grèce antique, donc, la citoyenneté se manifestait à l'égard d'une représentation politique, d'un pouvoir politique. Et citoyen, celui qui remplit ses obligations à l'égard de la cité. À l'égard de la cité. Et la cité, elle est incarnée par le pouvoir politique. Et donc, le pouvoir politique est né en même temps que la citoyenneté. Il n'y a pas de citoyenneté là où il n'y a pas de pouvoir politique. Cela veut dire quoi? L'histoire a montré et prouvé et démontré que les plus anciennes organisations politiques sont apparues en Afrique. Il y a 3000 ans, il y a 5000 ans, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus. Les plus anciennes organisations politiques sont nées en Afrique. Et c'est en Égypte pharaonique. Donc les pharaons,
ce sont ces gens-là qui ont la barbe postiche. Ça, c'est le nemes, c'est-à-dire le foulard qu'ils mettent derrière. Et il y a le diadème, c'est-à-dire ce qu'ils mettent au front, constitué par un serpent qui est censé dévorer ses ennemis. D'accord? La barbe postiche, c'est la barbe d'autorité. Donc, tous les dieux ont la barbe postiche, la barbe qu'on met. Donc, c'est un signe d'autorité. Et donc, ces pharaons-là ont commencé à exister et à mettre en place un pouvoir politique il y a à peu près 5500 ans. Et donc, si nous sortons de l'Afrique, les premiers pouvoirs politiques, c'est à peu près vers 500 après Jésus. D'accord? Les formes d'organisation politique structurée. Cela veut dire quoi? La citoyenneté a déjà commencé à se manifester en Afrique, c'est-à-dire en Égypte pharaonique. Alors, cette citoyenneté a des fondements. C'est-à-dire sur quoi se fonde cette citoyenneté? C'est-à-dire le devoir que chaque citoyen doit accomplir à l'égard du pouvoir politique. Ces fondations sont tout simplement religieuses, spirituelles, sont basées sur le rapport entre l'homme, le citoyen et l'autorité politique. Et cette autorité politique n'est pas un homme simple. Aujourd'hui, je pense Abdou Nguer, il est en prison. Je pense Badara Gadiaga, il est en prison. Pourquoi? Et qui d'autre? Tahirou Sarr, il est en prison. Alors, ils sont en prison pour certains parce qu'ils ont été condamnés ou accusés, en tout cas, de diffamation ou d'injures, en tout cas, ou de propos qu'ils n'auraient dû pas dire à l'égard de l'autorité politique. Donc, la liberté d'expression est garantie par une constitution qui vous dit, vous pouvez dire ce que vous pouvez manifester votre opinion, mais il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Donc, si Abdou Nguer dit des choses qui sont bannies par la République, il est poursuivi. Nous sommes d'accord. Alors donc, la citoyenneté a des fondements, et ces fondements en Égypte, c'était la religion, qui est base spirituelle. Aujourd'hui, notre citoyen s'exerce, et le fondement, c'est la constitution du Sénégal. En Égypte, on pense que la terre égyptienne, qu'on appelait Kemet, et les Égyptiens des Kemtiou, des Noirs, que cette terre-là n'est pas une terre simple, c'est la terre des dieux. L'Égypte a d'abord été gouvernée par des dieux avant d'être gouvernée par des hommes. La royauté divine a été remplacée par une royauté de dieu-homme. Cela veut dire quoi? Le pharaon, il n'est pas un simple être humain comme les autres. D'accord? Parce que notre rapport avec notre président de la République, ce n'est pas un rapport spirituel. Mais notre rapport avec le président de la République, c'est un rapport constitutionnel. Mais Pharaon, en plus d'être un chef d'État, il incarnait le pouvoir religieux. C'est comme les rois en Afrique. Les rois en Afrique incarnaient aussi le pouvoir religieux. Le roi africain ne devait pas manger devant les hommes. D'accord, quand vous devez manger en présence des hommes, vous devez mettre un rideau. Les hommes ne devaient pas le voir manger. Parce qu'en Afrique, on concevait que le roi, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas, parce que c'est un dieu, et Dieu ne mange pas, ne dort pas et ne boit pas. Donc quand Pharaon sortait, on s'agenouillait devant lui, parce qu'on le considérait comme étant le vicaire de Dieu sur terre. Ya Adama, Inadja Anafil Abd Khalifa. On dit le Coran. Alors donc ce Khalifatullah fil Ard, le représentant de Dieu sur terre, était investi d'une mission divine. Et par conséquent, remplir sa mission de citoyenneté revient à accomplir, n'est-ce pas, une destinée divine. Revenait à accomplir une recommandation de Dieu. Et pour être plus simple et pour comprendre davantage ce que je veux dire, la mentalité des anciens Égyptiens il y a 3000 ans, nous prenons la cité de Touba. La cité de Touba est considérée comme étant une cité religieuse. C'est-à-dire, c'est une cité qui demande un statut spécial. C'est un village, mais qui a les connotations et les critères d'une ville. Nous sommes d'accord. Mais c'est une cité qui appartient à la République du Sénégal. Mais vous êtes citoyen sénégalais, vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool à Touba. Vous n'avez pas le droit
de vous habiller comme vous voulez. Et pourtant, on est dans une république. Pourquoi les gens ne le font pas? Ils ne le font pas parce qu'ils craignent d'être poursuivis par la police, mais parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont sur une terre sainte. Donc le rapport qu'on a avec le calife, le rapport qu'on a avec la cité de Touba, c'est un rapport spirituel. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que ce que nous faisons et qui n'est pas agréé par le fondateur de la ville, alors sera tout simplement sanctionné. Mais sanctionné par qui? Par le fondateur de la ville. Donc, dans notre mentalité, quand on est à Touba, on n'est pas sur une terre neutre, une terre comme les autres, mais on est sur une terre bénie. C'est la même chose quand on est à la Mecque. Quand on est à la Mecque, on a le sentiment que le rapport que nous avons avec cette terre n'est pas un rapport simple. On est sur une terre bénite, on est sur une terre sainte. Donc, en Égypte, les dieux ont déjà gouverné sur terre et ensuite ils ont laissé la royauté à Horus. Horus a été le fils d'Osiris. Osiris, ou bien Wassare, parce que son nom s'écrit WSR. Wassare, l'écriture égyptienne n'était pas vocalisée. Wassare en Wolof veut dire éparpiller, distribuer, répandre. Et Osiris, il a été celui qui a répandu, qui a enseigné et qui a répandu la civilisation en Égypte et partout dans le monde. C'est pourquoi je considère que le mot, son nom, n'est-ce pas, a proliféré dans les langues wolof, vous donnez Wassare. Alors c'est lui le père d'Horus. Horus, il a été en tout cas son successeur et son héritier sur le trône de l'Égypte. Et Osiris, il a connu ce que la Bible appelle la passion de Jésus, qui sera le thème de mon prochain ouvrage. Jésus a connu une passion, il a été tué, pas tué, mais il a été crucifié et il est ressuscité au 3e jour et il est devenu le Dieu des morts. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui passeront à la droite du Père et ils iront au paradis. La droite de Jésus. Heureux ceux qui passeront à la droite du Seigneur et ils iront au paradis. Et donc, cet Osiris qui a connu la passion, qui a été décapité en 14 morceaux, son épouse et sa sœur Isis, qui est allée à la rencontre des membres de son corps décapité, a parvenu grâce à Nephthys à le ressusciter par le secret de l'embaumement et de la momification. C'est pourquoi en Égypte, on momifiait les morts, puisqu'en Égypte, on considérait que la mort n'existe pas, c'est tout juste un tremplin, car la vie continue, n'est-ce pas, après la mort. C'est pourquoi chez les Sérères, quand il y a la mort, les gens ne pleurent pas, on tape des tam-tams, on est content, on boit du vin, on est heureux, parce que l'homme est délivré, et le prophète nous dit, le prophète de l'islam nous dit, la vie est un cachot, n'est-ce pas? La vie est un cachot. Et donc, quand le Sérère sort du cachot, il est content. Il tape des tam-tams. Parce qu'il va rejoindre ses ancêtres qui l'attendaient à Djaniou, qui est le pays des morts, et il va voir Roxel et connaître la béatitude éternelle dont parlait, n'est-ce pas, Serigne Saliou Sy. Et donc, sous ce rapport, notre devoir à l'égard de la cité repose sur la recherche de cette éternité. Car Osiris a dit, si vous voulez, après la mort, rejoindre le paradis, passez à ma droite, il faut tout simplement respecter ce qu'on appelle la maths. La maths, M, A, accent, chapeau, T. En Égypte, le T et le D s'intersèchent. C'est pourquoi chez les Sérères, Oumad veut dire le roi. Et le roi chez les Sérères est chargé de garantir le Mbah. Le Mbah, en Wolof comme en Sérère, c'est la tradition. Ce sont les traditions, c'est ce qui est bon. Et le roi Sérère, il n'a pas le droit de trahir son peuple, il doit être un roi juste. Il doit passer par des rites d'intronisation, de couronnement. Mais avant tout cela, le roi doit disposer d'un savoir surnaturel métaphysique. Dans les sociétés traditionnelles, il n'est pas roi qui veut. Un roi doit connaître ce qui est présent, mais un roi aussi doit connaître ce qui doit venir. C'est pourquoi les sociétés traditionnelles africaines étaient des sociétés qui étaient établies sur la justice et l'ordre et l'équité et l'équilibre, conceptualisées autour
de la maths égyptienne. Donc le roi est le premier garant de la maths. Il doit être juste, il doit être équitable, il doit garantir la balance, il est le maître de la justice, il est le premier prêtre des Khambes, c'est lui qui doit diriger la prière au niveau des Khambes, c'est lui qui doit diriger la prière au niveau des Pangols, et c'est lui aussi qui doit diriger la prière au niveau de l'Oxer. Bien qu'il ait des saltiqués qu'il peut consulter, le roi est le premier prêtre de son royaume. Alors la maths, garantir la maths est le premier devoir du roi. Et donc si le roi se donne la nécessité, si le roi se donne cette prérogative de garantir la maths, dit-on du peuple, le peuple est alors obligé de suivre le roi. Le roi, il est juste, il est véridique, il est équilibré, et le peuple est obligé de suivre la maths, c'est-à-dire la justice et la vérité. C'est pourquoi il y a des expressions fréquentes qui reviennent dans les textes des anciens égyptiens. Dire la maths, faire la maths, ainsi tu seras grand. Et ceux qui feront la maths, c'est-à-dire ceux qui vivront dans la justice, c'est eux, ce sont ces gens-là qui vont ressusciter et entrer au paradis puisqu'ils auront compris les 42 sentences. Les 42 sentences, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'innocence que chaque mort devait réciter devant le tribunal de Dieu. Et dans ces 42 sentences, il y a « je n'ai pas tué », je n'ai pas affamé, pas d'homme Adam seulement, mais je n'ai pas affamé ni les chats, ni les chiens, ni les humains. Je n'ai pas commis l'adultère, Moussouma Ndialo. Je n'ai pas menti, Moussouma Fen. Je n'ai pas ajouté au pesant de la balance, Moussouma Diaye, libre à Genwa libre, ne kilolé. Je n'ai pas, jusqu'à 42 sentences. Maintenant, dans les paradis Diallo, ce sont les gens qui connaissaient ces 42 sentences qui étaient dans la masse. Cela veut dire quoi? La citoyenneté en Égypte ancienne est indissociable de la pratique de la maths. Il faut être convaincu que la pratique de la maths nous ouvre les portes du ciel pour que la société soit une société juste. Car si chacun d'entre nous, je pense, disait Rousseau, obéir à la loi qui a été prescrite, c'est liberté, etc. Donc si nous obéissons à la loi qui a été prescrite, nous sommes véritablement dans la liberté. Nous sommes véritablement capables d'être de vrais citoyens, c'est-à-dire de vivre dans la société en toute quiétude et en toute tranquillité. Et donc, c'est la raison pour laquelle la maths est indissociable de la citoyenneté en Égypte ancienne. Donc, la manifestation de la citoyenneté se retrouve dans la pratique de la maths. Qui le dak djoubal, qui le dak def lu baax, qui le dak wax lu baax, c'est lui le citoyen modèle. Bu ñuy xool citoyen modèle ci biir école bi wala fii ñu toog rek ci conférence bi dañuy xool élève bi gën a concentré wu élève bi dàq jël note élève bi gën a intéressé wu élève boo xam ne du jël ay noix fumées di ko waddal ci bopp bi dégg nga kooku la ñuy jël def ko mu nekk un élève un citoyen modèle parce que moom xam na li ko fi indi et puis loolu mi ngi si pourquoi parce que dans sa mentalité élève bi dafa ne ah man kat am na lu ma tax a jóg naa nekk si loolu ba loolu jeex ma nekkaat si leneen te loolu ma tax a jóg moo may permettre ma affronter sama baccalauréat en toute responsabilité. Donc il y a énormément de choses qu'il fallait développer. Bon, c'est vrai que le temps est très court et puis je viens comme ça de l'école, et je dois y retourner tout de suite. Je suis vraiment désolé, professeur. Je voulais être là très tôt et je voulais prendre tout le temps nécessaire. Et vous comprenez même que je suis venu en sueur, je dois repartir en sueur. Et vous voyez même que les idées ne sont pas trop bien organisées. Comme on est à l'approche de la rentrée, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire ensemble. Mais de toute façon, je vous garantis que cet après-midi, je serai encore avec vous pour donner de ma présence la cérémonie et pour vous accompagner. Dans les... Donc je termine par des conseils. Donc élèves yi jàng nga xam ne day jàng ko ay fo xam-xam mënoo ko am ta soto te nag su ngeen di jàng da ngeen di jàng ngeen am xam-xam mooy lan mooy foo toog ci say morom bi ñuy waxtaane nga mën jaaw bi sa kàddu xam-xam mooy lan mooy fu ñuy toog di waxtaan la ñuy wax nga mën koo dégg
loolu mooy jàng du pour jàng doo ko def pour liggéey jàng da ko def pour am xam-xam donc bu leen yem ci li leen di jàngal un élève doit être curieux man sama premier roman Sara la Lune du Jour bi ma génne 2011 bi ma def première laa ko bind première laa ko commencé bind n'est-ce pas Khadija il faut être curieuse dans la vie il faut lire il faut lire aimer la lecture hein fii ban élève moo fi lire bu 5 romans donc nekkati la 5 romans kan moo fi lire waaye léegi loolu si man koy dem leen ngeen lire su ngeen bëggee am xam-xam dem leen ngeen lire su ngeen bëggee réussir dem leen ngeen lire donc la lecture mënul ñàkk li ngay añee di reer di dégg moom nga war a lire nga jël benn livre 500 pages nga lire ko avec plaisir te il faut bien lire booy lire da nga yor sa crayon nga dugal si fooyam nga dugal fa mooy la kii les expressions nga souligner dem leen ngeen lire élève day lire étudiant day lire Europe gay boo fa demee maire yi gën a màggee bi duggee si train ubbi nañ seen livre di lire dañoo am culture boobu booy dem leen ngeen lire Khadija dem leen ngeen lire c'est vital incontournable bu ngeen bëggee sori si ñàng bi dem leen ngeen lire booy dem leen ngeen non parce que fi ma sa lire 5 livres kenn yëkkatiwul loxoom avec des élèves de terminale qui ont 20 ans non 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 Non, non. Amal, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, professeur. Professeur. Lirum de. Insi long lep sax xam naa jeexul.